Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Ici de nouveau Alexandre Spiga pour un échange de paroles d'experts. Et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Patricia Linti-Pared, si j'ai bien prononcé, C'est l'inverse, qui mais c'est pas est, grave. tu vas me le dire après alors, cofondatrice de Successful Parentpreneur. Patricia, salut. Est-ce que tu peux donner ton prénom bien prononcé et nous en dire un peu plus directement sur Successful Parentpreneur? Salut Alex, bonjour à tous. Merci pour ton invitation. Alors non, c'est Patricia par règle intime. On s'en fout un peu de l'ordre au final. Noté. C'était juste une situation de confort, on va dire, d'avoir le nom qui correspond à ce qui est écrit en dessous de l'écran. Je suis cofondatrice de Successful Parentpreneur qui va traiter, on va dire, la problématique de l'entrepreneuriat conjuguée à la problématique d'être parent quand on est entrepreneur. Mais au final, on s'adresse un peu à tous les entrepreneurs, souvent qui débutent. On a un petit peu de tout dans nos clients, on n'a pas que des parents. Voilà, Ouais, je co-gère la structure avec Michael Pinto, qui est en vacances en Espagne. ok, salut Mickaël. Euh, euh, problématique spécifique de devenir parent tout en gérant son activité? Problème de temps, problème d'organisation souvent, problème de temps, problème de culpabilité parce que pendant que je travaille, je ne suis pas avec mon bout de chou. Quand je suis avec mon bout de chou, je ne travaille pas. Donc tout ça qui se met en place et puis qui vient altérer, qui vient encore, on va dire, accentuer la problématique de temps. Et qui crée d'autres problèmes, on va dire, internes, comme la culpabilité d'emmener sa famille peut-être dans le mur, quand ça se développe pas assez vite, des problèmes de confiance en soi qui ont un phénomène d'accélération par rapport à un entrepreneur normal. Bon, on va dire que c'est l'entrepreneur sans enfant, plus version plus plus plus. Ouais. Tout va plus vite parce qu'il y a on se met une espèce d'impératif de rapidité dans la tête qui n'accélère pas forcément les choses dans le bon sens. Ok, parce que je peux voir beaucoup, notamment sur Facebook, énormément de personnes qui, tu connais le concept des two-step posts, tu vois, tu promets une ressource qui va changer ta vie, et Ouais. énormément de personnes que je connais, notamment qui ont suivi des formations, etc., qui ont déjà tout, en fait, ou en tout cas sur les stratégies, continuer à commenter, à faire les junkies, pour chercher en fait le truc magique qui va faire que c'est résolu. C'est quoi, c'est quoi les ingrédients clés pour être successful? Les ingrédients clés pour être successful, déjà, alors c'est ce qu'on a ramené depuis peu publiquement parce qu'on le faisait avec nos clients. Mais finalement, on les met aujourd'hui à disposition. C'est ce qu'on ramène, c'est savoir disséquer un processus. Derrière toute entreprise, il y a un processus. Derrière toute, je ne vais pas dire faille, mais derrière toute logique humaine, il y a un processus. Si on prend la confiance en soi, c'est un processus. Et à partir du moment où on est en mesure de disséquer les processus, que ce soit un processus tarifaire, que ce soit le processus de l'appel de vente, que ce soit le processus de la confiance en soi, même de la loi d'attraction, que j'appelle pour les non perchés, parce que quand on met le processus à jour, on désigne complètement le côté mystique du truc. Quand on est capable de comprendre un processus dans ses fondements, on est capable à minima de l'appliquer, on va dire, au mieux quand ça ne fonctionne pas, de se dire, OK, à quel moment ça ne va pas. C'est comme une chaîne de production. Je veux dire, si à la fin, le produit n'arrive pas selon les critères qui ont été mis à la base, c'est quelque part, il y a un processus ou un paramètre au niveau de la chaîne de production qui marche pas. Donc, on reprend la chaîne avec des points de contrôle et on finit par trouver le moment où ça déraille. Ben, c'est exactement la même chose. Et nous, on ne fait pas de miracle. On a juste des processus qui s'appliquent, qui sont communs à l'être humain, qui sont communs à l'entreprise. Et on va juste disséquer ça. Parce que Il n'y a c'est vrai vraiment que pas de magie dans ce qu'on fait, il n'y a pas de secret, il y a juste de la pratique. oui, parce que c'est vrai que pour beaucoup, surtout quand on est tout seul à son compte et qu'on propose des accompagnements, et euh, pour beaucoup, ça peut faire peur, ce terme de processus, ça peut être connoté négativement. Et il y en a beaucoup qui sont complètement étrangers à ça.
C'est-à-dire qu'il ne traque rien en fait. Et du coup, quand tu ne traques rien, ben, tu es que sur l'émotionnel et pas du tout sur les faits en fait. Donc, pour C'est ça. prendre des décisions rationnelles, ça ne veut pas dire devenir complètement morne ou chiant ou quoi, c'est juste de savoir garder le cap en fait, c'est ça? C'est ça. Ben, disons que c'est marrant parce que c'est la conversation que j'avais hier avec mon fils de 7 ans, avec qui j'expliquais que on a beau ne pas être quelqu'un de chiffres, et je ne suis pas quelqu'un de chiffres. Moi, j'ai fait des études en littéraire, j'ai fait des études linguistiques, donc les chiffres loin de moi. En revanche, quand je prends une décision, toute décision que je vais prendre, je vais la prendre sur des chiffres parce qu'il n'y a que ça, quelque part, qui est fiable et qui est mesurable. Aussi idiot que ça puisse paraître, tout peut se mesurer, tout peut se quantifier, tout peut s'analyser à travers de chiffres. Tout à l'heure, on parlait de la pandémie, du Covid. C'est pas j'ai peur, j'ai pas peur. C'est ça fait combien d'affectés, ça fait combien de morts, en combien de temps. Et puis bah, après, tu prends les maladies que tu connais, avec lesquelles on vit depuis des années, et tu compares les chiffres. Et arrivé à la fin de ma comparaison, je me dis, bon, bah, ok, pour moi, c'est pas grave, ou pour moi, c'est grave. Mais j'ai des chiffres qui sont établis sur les critères. Après, tu prends l'OMS, tu prends le gouvernement canadien qui a un institut de statistiques qui est hyper précis. Tu prends les chiffres issus de la même source et tu compares. Et là, dans ton entreprise, c'est exactement la même chose. Combien de temps j'y passe, combien de clients j'ai gagné, à quel moment j'en ai gagné plus, qu'est-ce que j'ai fait pour en gagner plus. Tout ça, c'est mesurable, c'est chiffrable, c'est palpable. Ouais. Donc, c'est vrai que ce n'est pas glamour, mais je ne connais pas une entreprise qui tourne correctement sans avoir des tableaux de bord. Ouais. Et savoir quels chiffres regarder. Parce que souvent, par exemple, c'est le cas notamment sur les Facebook Ads, c'est très chiffré, mais il y a énormément de données. Et en fait, toutes les données ne sont pas bonnes à prendre. Par exemple, pas sur que Facebook, mais ailleurs. Il faut savoir quels Après, ça indicateurs. va être ton baromètre à toi, qu'est-ce qui est le plus juste. De toute façon, en fonction de tes indicateurs, si tu prends tes données à toi, tu as toujours des éléments de comparaison. Je vais prendre par exemple, on va prendre la confiance en soi, parce que c'est un truc qui n'est pas forcément tangible et pas forcément compris. Quelles sont les périodes et les domaines où j'ai confiance en moi? En combien de temps je suis passée de l'idée à la concrétisation, alors qu'elle soit financière ou émotionnelle, on va dire, de l'idée. Par exemple, si on prend de la confiance au niveau de l'amour, ça va être en combien de temps finalement j'ai rencontré mon ami, je me suis mis avec et on s'est mariés. Et depuis combien de temps on est ensemble? Tout ça, ça se mesure. Donc après, ça va être ton baromètre interne dans l'entreprise qui va te dire, ok, niveau confiance, j'ai eu cette idée, j'étais très confiant, j'ai mis, je sais pas, 2 mois à la mettre en œuvre, et au bout de 2 mois et demi, j'avais les premiers clients. Donc quel était l'état d'esprit qui était derrière? Qu'est-ce que vous avez, quels étaient les appuis? Après, tout chiffre est bon à partir du moment où c'est toujours le même chiffre, le même critère que tu prends. Oui, ouais. C'est ça. Justement, là, on passe sur la confiance en soi. J'ai vu que tu allais bientôt animer un atelier sur la confiance en soi. C'est un peu vague, la confiance en soi. Tu nous en dis un peu plus? C'est justement pour ça que je suis partie, parce qu'on parle souvent de confiance en soi. Alors, la confiance en soi, c'est un grand chapeau dans lequel on va mettre un bout d'intégrité, un bout de capacité, un bout de résultat et un bout d'autre chose encore. Je ne vais pas tout vous dire maintenant. Et tout ça, c'est réuni dans la confiance en soi. Mais en réalité, quand je parle justement de disséquer les processus, c'est qu'est-ce qui se met en œuvre qui va faire que ce grand chapeau, il va croître ou qu'il va se rétrécir. C'est justement aller disséquer les éléments qui sont dedans, parce qu'il y a des éléments sur lesquels on a une prise. Et ces éléments-là, c'est des éléments du processus justement qu'il va falloir apprendre à améliorer, qu'il va falloir apprendre à analyser. Et tout ça, encore une fois, ça se chiffre. L'intégrité, qui est l'un des piliers fondamentaux de la confiance en soi, c'est quels sont les engagements que je prends vis-à-vis de moi et que je tiens, quels sont les engagements que je prends vis-à-vis des autres et que je tiens,
Et ça, on le sait. Mm. On sait combien de fois on a dit oui et on n'a pas fait. Combien de fois on a dit oui à quelqu'un en pensant non et on l'a fait parce qu'on avait envie d'être aimé. Et ça, ce n'est pas être intègre vis-à-vis de soi. Mais tout ça, on le sait. Notre petite voix intérieure, elle sait très bien nous dire que ah ouais, t'as dit oui, et ben maintenant il faut que tu le fasses, hein, parce que sinon il va pas t'aimer, et puis tu vas pas être content. Voilà, et tous ces éléments-là, quand on sait la décomposer, la confiance en soi, finalement, c'est quelque chose qui est beaucoup plus palpable que ce qu'on veut nous en faire. Parce que la plupart du temps, on réduit ça à atteindre tes objectifs et tu te feras confiance. Non, ce serait trop simple. Mm. Même si ça en fait partie, ce n'est pas que ça. Ok. Est-ce qu'il faut plus de confiance en soi pour avancer ou plus de courage? C'est quoi Et est-ce que tu vois une différence entre les deux? Est-ce qu'il faut plus de confiance en soi pour avancer ou plus de courage? Il faut avoir le courage de se respecter soi déjà pour pouvoir avancer. La confiance, c'est un cycle vertueux, on va dire, qui va se nourrir d'elle-même. Si tu es, que tu sais ce que tu es, que tu fais en fonction de ce que tu es, donc que tu as le courage finalement d'être toi-même, tu vas aller alimenter ton capital confiance. Et comme tu es bien, il va continuer à s'auto-alimenter. Donc à la base, c'est le courage d'être soi-même? C'est le courage d'être soi-même. Ben, comme dans tout, c'est le courage d'être authentique. C'est De peut-être le pouvoir plus dur, ça, défendre non? ses idées. Oui, je pense. Si c'était si simple. Euh, Peut-être que ça va aller de pair avec la question que j'ai. Qu'est-ce qui manque d'après toi à tous ceux qui n'arrivent pas à vivre concrètement de leur La activité? détermination. La La détermination. détermination, la persévérance. Souvent, alors quand je dis détermination et persévérance, c'est pas qu'ils ne veulent pas, c'est pas qu'ils ne savent pas où ils veulent aller. C'est très souvent qu'ils passent d'un produit à l'autre ou d'une posture à l'autre parce que justement ils ont essayé un truc et que ça marche pas. Mais parfois essayer, c'est pour ça que je dis si on a des métriques, on essaye, on corrige, on adapte un peu les vis. Michael, il a un procédé souvent de vis et d'ajustement par vis. Et au final, c'est comme une porte. C'est pas parce que la porte du meuble, tu sais, quand elle est bancale, c'est pas parce qu'elle s'emboîte pas du premier coup que c'est pas la bonne porte. C'est juste parfois qu'il faut la régler, la redresser, jouer un peu sur les vis, sur les charnières pour arriver à laquelle est. Et c'est exactement la même chose. Et souvent, c'est ce qui va manquer à l'entrepreneur parce qu'il va essayer un truc puis ça fonctionne pas. Alors, il passe à autre chose. Il revoit son produit, il revoit son prix. Voilà. Mais tout ça, j'ai envie de dire au doigt mouillé. Oui, d'où le fait que ça marche pas, mais en fait, sur quoi tu te bases pour dire que ça marche pas? C'est ça. Mais déjà, on s'est aperçu, on a fait un atelier lundi sur comment définir son prix. Où on est allé, alors Michael, puisque c'est son grand truc, moi je vous ai dit, c'est pas mon truc les chiffres, il a été disséqué toute la composition d'un prix de vente. Et on s'aperçoit qu'il y a des éléments qui sont systématiquement omis. Le premier élément, c'est le temps. Le deuxième élément, c'est la valeur que l'on s'accorde. Et sans ces deux facteurs-là, le prix est toujours bancal au final. Ça ne peut jamais être le bon prix. Parce que si vous ne savez pas ce que vous valez, ce que vous allez apporter et ce qu'il vous faut, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on ne travaille pas pour la gloire, mais pour alimenter ce qu'on a envie de faire, tout ça, ça se dissipe. Et souvent, les gens, plutôt que de rehausser le prix, ont le réflexe de mettre le prix plus bas. Alors que bizarrement, mécaniquement, on s'aperçoit que quand les prix sont plus hauts, souvent ça passe mieux que quand ils sont plus bas. Ouais, notamment avec le gros biais cognitif sur la valeur. C'est ça. Ouais. C'est ça. Ouais, c'est intéressant. Du coup, pour vraiment bien comprendre, faut d'abord monter des meubles Ikea. pour bien équilibrer. Je ne me prononcerai pas comme ancienne de chez Ikea. Je ne me prononcerai pas. Ouais. Confiance en soi, ça veut dire qu'en face, il y a la peur. Comment on fait pour la contrer? C'est simple, tu as la peur et à l'autre bout de la chaîne, tu as le désir ou l'amour, comme tu veux. Si tu vas dans le sens de la peur, tu t'éloignes de ce que tu désires.
Donc après, il faut savoir, on va en revenir au Covid, il faut savoir ce qu'on veut. Ou on veut vivre dans la peur parce que quelque part c'est victimisant et qui dit victime dit forcément qu'il y a un sauveur dans le coin. Ou on veut aller vers ses désirs et s'affranchir de ce qui se passe autour, quitte à être traité, je ne sais pas, de complotiste, de fasciste, enfin de ce qu'on veut. J'ai entendu des tas de noms quand je dis clairement ce que je pense de cette situation. D'un côté, je me respecte, hein, de l'autre côté, je ne me respecte pas. Et j'attends qu'on m'amène tout cru. C'est un choix, c'est une décision. Après, comme dit, j'ai des clients moi, qui abandonnent, enfin on a des clients qui abandonnent parfois temporairement, parce que jusqu'à présent ils sont revenus, mais qui abandonnent parfois en cours de coaching parce que c'est trop confrontant, parce que enfin, je ne me vois pas les juger, c'est un choix de vie. Après, je veux dire, si tu as envie de choisir l'apparente facilité de j'attends que tout vienne, bah, c'est tout, c'est que tu conçois ta vie comme ça. Moi, je n'ai pas d'opinion là-dessus, on va dire. Oui, oui, oui. Ouais. Qu'est-ce que tu fais quand tu as des personnes qui décrochent? Tu essaies de les récupérer? J'ai pas des petits, je dis souvent à mes clients, enlevez votre slip de par-dessus votre pantalon. J'ai pas de super cap de Wonder Woman. Ils arrêtent. Je vais aller leur demander pourquoi. Voilà. Mais c'est tout. Après, je les laisse faire leur chemin. Je ne force jamais quelqu'un à continuer un accompagnement. Déjà parce que de toute façon, c'est contre-productif. Et puis après, parce que je ne veux pas que mes clients voient en moi une sauveuse. Je veux bien les accompagner. Je veux bien leur donner des outils. Je vais être confrontante quand il le faut, Michael aussi. On n'est pas forcément tendre. Ça nous arrive de leur dire, bah, écoutez, tant qu'il n'y a pas de résultat, vous ne nous contactez plus. Parce qu'on sait qu'il faut leur mettre un coup de pied aux fesses. Mais quand la personne nous dit, j'y arrive pas, c'est trop dur, c'est mal. Ok. C'est que c'est pas fait pour elle, ou c'est que c'est pas le moment, ou qu'elle a besoin. On a des accompagnements qui sont longs, donc ça arrive de temps en temps, au bout de 2 ou 3 mois, il y a des prises de conscience qui arrivent et qui sont dures à faire. Donc si ils ont besoin de faire une pause, c'est ça. S'ils ont besoin de faire une pause, en général, ce que je leur dis, c'est quand ça ira mieux ou quand il verra plus clair, appelle-moi. On en discutera à ce moment-là. Oui, parce que forcément, sur des transformations comme ça, parce que là, il s'agit de transformation, et sur du changement, il y a toujours de la résistance sur de l'évolution, sur de la croissance. Ça se fait toujours avec de la résistance, comme un petit qui fait ses dents, par exemple. C'est ça. Et forcément, du coup, des fois, c'est pas il faut, c'est que ouais, ça doit digérer. Ça doit se digérer, ça doit s'intégrer. Et ce n'est pas en forçant les choses, en étant sur le dos des gens ou en endossant une cape de sauveur que ça les fera plus avancer. Donc c'est tout. Je veux dire, nous, dans nos contrats, on stipule que bon, les accompagnements sont sur en général, on a 12 à 14 mois. Après, si ça dure 1 an et demi, ça dure 1 an et demi, on s'en fout. C'est le temps que la personne fasse son chemin. Tout ce qu'on surveille, c'est qu'elle le fasse réellement et non pas qu'elle se mette dans une nouvelle zone de confort, on va dire. Ouais. Avec un mensonge conscient ou pas. Avec des excuses, souvent c'est des mensonges inconscients. C'est souvent des excuses qu'on se trouve pour. Là, très récemment, on avait un client qui avait trouvé très pratique de travailler via Prospectine. Parce que comme ça lui donnait le sentiment qu'il remplissait ses journées d'appels, parce qu'en effet, il avait un certain nombre d'appels par jour. Hein. Mais comme c'était pas ciblé, forcément, ça débouchait sur rien. Ouais, j'ai eu les mêmes cas, ouais, mais pourtant, j'ai contacté 200 personnes. En fait, tu te caches derrière le volume. Enfin, pas forcément derrière le volume ou quoi, mais en disant, c'est bon, j'ai fait ce qu'il fallait. Et c'est là où je dis, c'est important de mesurer. OK. Parce que là, dans ces cas-là, tu vois, pour les processus en disant, OK, tu as contacté, tu as eu, je sais pas, 12 appels par semaine depuis 3 semaines. OK. Sur les 12, combien de vraiment ciblés? Une. OK. Donc, notre critère d'évaluation, il est sur 1. Est-ce que tu trouves anormal sur un appel, avec un appel en plus qui était fait, on va dire, avant le fameux atelier où je suis allée disséquer, mais vraiment tous les rouages psychologiques de l'appel de vente,
Est-ce que tu crois qu'il était pertinent? Est-ce que tu crois que tu es vraiment allé à fond? Bah non. OK. Donc, est-ce normal que le client ait ou pas signé? Et là, on s'aperçoit qu'au final, on passe de 12 fois 4 à une personne réelle de contacter. Ouais. C'est les biais de Voilà. généralisation, quoi. Sauf que quand tu généralises comme ça, dans la tête, il se passe quoi? Je suis nul, je suis pas capable, je ne Personne ne suis veut de mon certainement pas offre. faite pour ça, mon offre elle est trop chère, mon offre elle est pas bien, voilà. Et puis le deuxième truc qu'on va aller scanner, c'est OK, est-ce que tu es capable en 3 mots de me présenter ton offre? Ah bah non, parce que c'est pas clair dans ma tête. OK. Donc si c'est pas clair pour toi, comment tu veux que ce soit clair pour l'autre? Mais tout ça, c'est pas forcément conscient. On Ouais, va pas on leur jette pas la pierre. Je veux dire, on sait que ouais, bien sûr. ça bloque, ça résiste, parce que finalement derrière, ils voient le potentiel qu'ils peuvent avoir, ils voient le succès qu'ils peuvent avoir, ils savent que ça va radicalement changer leur vie. Quand on passe de 2 000 € à 100 000, forcément ta vie elle change. Quand il faut un prêt à la banque pour acheter un appart et que tu vas le rembourser pendant 20 ans et entre te dire il faut 20 ans de crédit ou 4 mois de boulot, forcément ça change la donne dans la tête. Et ça, il faut du temps pour l'intégrer. Ouais. Donc voilà. Donc on leur laisse du temps, s'ils ont besoin de temps. Je me souviens de toi, j'avais lu une fois que tu racontais que tu étais allé voir à l'époque un prospect qui est devenu un client de longue. Tu vas me parler de foie gras, je le sens. Non, pas de foie gras, Non, c'est pas celui-là. même si c'est chez moi. Mais non, et en gros, tu étais arrivé dans son bureau, il t'avait dit, bon, allez, qu'est-ce que vous avez à m'offrir? Et tu lui avais répondu, Ah, moi et mon excellence, quelque chose comme ça? c'était ça, ouais. Je débutais, c'était mon premier client. L'avantage que j'ai, c'est que j'ai jamais manqué de confiance en moi. Parce que justement, bon, je suis issue d'une famille d'experts comptables, mes deux parents étaient experts comptables, et mon père m'a toujours ramené à des chiffres. Et quand j'ai commencé à passer les concours des écoles d'interprètes, euh, il m'avait fait faire parce que bah, forcément je flippais, je veux dire, je me retrouvais devant des enfants de diplomates, donc qui avaient passé leur vie à l'étranger, qui étaient forcément parfaitement bilingues. Et mon père m'avait dit, bah, écoute, on va partir sur des chiffres. OK. Tu as fait combien d'années d'école depuis que tu es rentrée à la maternelle? OK. Combien de fois tu as été première de classe? Tant de fois. OK. Ta moyenne générale, c'était quoi? Tant. OK. Ça, c'est ce que tu es, c'est ce que tu vaux. Autour de toi, tu as eu combien de camarades sur toutes ces années? Alors là, il a fallu cogiter pour retrouver le nombre des classes, combien on était, ceux que j'ai eu pendant toute ma scolarité, ceux qui ont changé au cours de ma scolarité. Enfin bon, je suis arrivée à un chiffre global sur ces années-là. Il m'a dit, OK, donc tu vois, tu as toujours été première sur, je ne sais plus, à l'époque, c'était 600 élèves. Là, vous allez être, on était 2000 à se présenter au concours. Donc, il m'a fait faire une jolie règle de 3 en me disant, OK, dans le pire des cas, tu te classes combien? Bah, dans le pire des cas, je me classe entre la 15e et la 25e place. Mes premières des non bilingues. Et mon classement était au concours 22e et première des non bilingues sur 90 admis. Et quand tu as cette logique, qui est un peu, je veux dire, avec le recul, je me dis c'était quand même un peu tiré par les cheveux son calcul. Mais n'empêche que ça vient nourrir ta confiance en toi, parce que mon concours, j'étais sûre de l'avoir. Donc, quand je suis rentrée dans la salle, je suis rentrée déjà sans l'enjeu derrière. Je suis rentrée en me disant, il est acquis. Maintenant, je fais au mieux pour être au plus près de la première place. Et mon enjeu, il était là. Et là, quand tu rentres comme ça, et quand j'y suis allée à ce fameux entretien, je suis arrivée avec des gens qui avaient une moyenne d'âge de 50 ans, qui avaient des palmarès de traduction longs comme le bras. Moi, ça faisait aller à tout casser 3 mois que j'avais mon petit papier d'URSSAF. Et là, je suis repartie dans la même logique que celle de mon père. Je me suis dit, OK, tiens, je vais leur poser une question toute bête. Vous avez mis combien de temps entre le jour où vous vous êtes inscrit à l'URSSAF et votre premier client? Alors, j'ai eu tout, 15 jours, 3 mois, 6 mois, enfin, un peu de tout. OK?
Donc, j'ai fait mes petits calculs parce que moi, je suis sortie de l'URSSAF avec mon petit papier. J'étais tellement joyeuse que j'ai rencontré mon voisin dans l'ascenseur. Et mon voisin me dit, qu'est-ce qui vous rend si joyeuse? Ah ben voilà, je suis traductrice, machin, nana. Et puis j'ai mon papier, je viens de m'installer à mon compte. Et il me dit, ben, je viens vous voir tout de suite. Parce qu'on m'a collé un dossier, c'était à l'époque où Bebron s'installait en France. Et c'était le représentant France de Bebron. Et je ne savais pas ce que faisait ce monsieur, puisque c'était mon voisin, je l'avais toujours croisé, bonjour, au revoir, sans jamais parler pro. Et là, le fait que j'étais toute guillerette, bah, il m'a interrogé et je signais mon premier contrat. Donc, il s'est écoulé 1 heure. Et donc, je suis repartie sur ce calcul-là, complètement tiré par les cheveux. Mais quel était le critère de mon père? Quel est ton positionnement par rapport aux autres? Et finalement, quand je suis rentrée dans le bureau, ben, j'en avais déduit que parmi tous, puisque j'avais été la première à avoir le plus court laps de temps, ben, je pouvais être que la meilleure. Et je suis rentrée avec cette dynamique et cette énergie. Et ce client-là, ben, je l'ai perdu, entre guillemets, quand il est parti à la retraite et qu'il a vendu son entreprise. C'est génial. Et ça durait 15 ans. Super. Mais voilà, et c'est la façon dont je vais nourrir mon… Alors, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est mon critère à moi. C'est mon critère de positionnement où, ok, bah comment je calcule. C'est ta croyance, voilà. c'est ce que tu as décidé de… C'est ça. C'est ça, c'est ce que j'ai décidé d'intégrer, c'est ce qui va nourrir. Et comme après, ça s'avère, puisque comme ta croyance, tu vas toujours faire en sorte de l'avérer, comme ça s'avère, bah, tu la cultives, tu la nourris, voilà. C'est… Et à partir du moment où on trouve ce petit truc, ce petit critère à soi, il n'y a plus rien qui t'arrête. Du coup, petite question là. Alors, quand on a confiance en soi, qu'on a de la détermination et qu'on est chaud patate, la méthode, la méthode de contact direct pour obtenir des clients, ça devient un jeu et on se régale. Oui, c'est ça. Oui, c'est un jeu. D'aller chercher, essayer de comprendre ce qui cloche dans la tête de l'autre, c'est un jeu. C'est quoi les principes de la méthode directe? Parce que, dis-moi comment tu le vois, toi, mais moi, de façon très basique, je vois 2 façons d'acquérir des clients. Soit avec du trafic payant, donc dans ce cas, tu investis, de l'argent, de la ressource, soit avec des méthodes organiques, du contenu pour les placer, pour diluer ton message, le faire passer, et du contact direct. Alors nous, on joue sur toute la palette, en fonction des produits. Si on prend par exemple nos formations, nos ateliers et tout ça, on est sur du trafic payant. Nos clients, la majorité des cas, enfin les clients qui ne nous connaissent pas vont venir parce que la thématique leur parle à un moment X. Donc là, clairement, on a de la pub sponsorisée sur Facebook. Sur nos immersions, entre 15 000 et… on a deux types d'immersions, celles qui concernent généralement les entrepreneurs qui est à 15 000. Là, tout est écrit sur le site. On fait un appel quand la personne a besoin d'être assurée, mais souvent, c'est de l'organique. Donc, c'est des publications qu'on fait, c'est des coms de ce style. Enfin, c'est tout ce qui va nous rendre visibles. Et nos clients, à partir de 100 000, qui constituent la majeure partie de notre revenu, c'est de la prospection à fond. Et là, on va au contact direct de la personne. C'est ça qui est intéressant parce qu'il y en a beaucoup qui… Quand on a la casquette de, par exemple, coach, thérapeute ou whatever, il y en a beaucoup qui oublient aussi qu'il y a la casquette de l'entrepreneur avant et que une partie du boulot, comme c'était Rich Levine, un coach américain dans Prosperous Coach, qui disait ça, que tu ne peux pas te contenter juste d'être coach, tu dois aussi travailler cette partie de l'entrepreneur pour créer des clients. Lui, il appelle ça créer des clients. Et il incite vraiment ses clients à aimer les deux parties de la boîte. Et il y en a en fait qui n'arrivent pas à intégrer ça, que tu es avant tout entrepreneur. Tu peux pas juste être technicien. Parce qu'au final, je veux dire, souvent un entrepreneur, il est avant tout technicien avant d'être entrepreneur. Je veux dire, je ne connais pas grand monde qui s'éclate à faire de la prospection de vente, qui s'éclate à faire de la compta et de l'administratif. Hein. Mais tout ça, c'est la partie… j'en reviens à ce que je disais au début. Quand on comprend le process et qu'on sait disséquer le process, on va savoir ce qu'on peut déléguer. Par exemple, si on prend la compta, déléguer la comptabilité, c'est bien.
mais à partir de quand et comment? Et sur quoi je dois garder la maîtrise? Truc tout bête, pour rien au monde, je ne déléguerai la facturation. Pourquoi? Parce que ça me permet chaque fin de mois de savoir où j'en suis. Qu'est-ce qu'on a fait? Est-ce qu'on est en croissance? Est-ce que c'est stabilisé? Qu'est-ce qui a augmenté? Quelles sont les méthodes? Et où en sont nos clients? Parce qu'on facture par tranche. Les 100 000 ne sont pas versés chaque mois, ils sont versés en fonction du chiffre d'affaires que nos clients atteignent. Et ça me permet de savoir à partir de quand il y a un seuil, bizarrement, qui est à 25 000. Et ça, on est en train d'essayer de disséquer avec Michael. Pourquoi? À 25 000, après, ça s'enchaîne. La grosse période de temps, elle est en général de 5 à 25. Et là, il faut un temps fou pour atteindre ça. Et après, il leur faut 2 mois pour atteindre les 100 000. Et donc, on est en train de regarder qu'est-ce qu'on peut améliorer. Mais si je n'ai pas mes blocs de facturation avec le temps, le début du contrat qui est inscrit sur ma facture, ça, j'en prends pas conscience. Et donc, je ne peux pas améliorer mon process. Parce que clairement, on doit avoir quelque chose qu'on peut aller machiner entre 5 000 et 25 000 pour accélérer les choses. Donc, qu'est-ce qu'on va améliorer? Et donc, tu vois, tu as des parties de processus comme ça qui sont cruciales. Après que je délègue, je sais pas, la prospection téléphonique on a de l'affiliation sur des produits à 200 €, que je verse 60%, 30%, ça, je m'en fous. Et ça, souvent, c'est l'affilié qui me dit moi, je veux tant. Alors, bon, soit ça me semble raisonnable par rapport à sa liste et je lui dis OK, soit ça me semble déraisonnable et je lui demande déjà de faire ses preuves. Mais ça ne m'apporte rien. Enfin, ça ne m'apporte rien. Disons qu'une fois que l'atelier il est fait, je n'ai pas de plus-value dessus. Donc, je ne peux pas modifier le processus. Donc, ça, je peux le déléguer, je peux le donner à quelqu'un. Et c'est tout ça. Et à partir du moment où tu es entrepreneur, tu deviens technicien, tu deviens ton analyste et tu deviens ton commercial, parce qu'il y a des choses que tu ne peux pas vendre quand tu as des contrats à 100 000, tu ne peux pas les déléguer. Je dis à le client, c'est toi qui vas acheter, ce n'est pas ton commercial. Par contre, à 15 000, tu peux le déléguer. Parce qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont susceptibles de mettre 15 000 sur la table que de mettre 100 000. Voilà. Et quand tu as la notion de tout ça, quel est mon effort par rapport au gain, c'est là que tu deviens vraiment un entrepreneur. Parce que savoir faire, c'est ce qui va faire ta plus-value, mais savoir analyser ce que tu fais, c'est ce qui fait de toi un entrepreneur à succès. Je t'ai perdu ou... Non, super. Non, j'écoute religieusement. C'est très intéressant. Et voilà, donc on est toujours sur la même chose. Hein. Nous, on voit un truc qui n'est pas glamour du tout, qui s'appelle la dissection des processus. C'est tout sauf glamour. Le jour où j'ai dit à Michael, moi, je voudrais faire un truc qui s'intitule Anatomie d'une entreprise. En mode souris ouverte. Autopsie, pardon, d'une entreprise. Et il m'a dit, ah non, on ne vendra jamais rien avec ce titre-là. Après, tu as l'image toute trouvée. Hein. Tu prends un entrepreneur, tu mets comme une souris au collège. C'est ça. C'est ça. Mais quand tu as la compréhension, entre guillemets, fine de ça, après, tu es capable de comprendre ce que tu peux déléguer, ce que tu dois garder et ce sur quoi tu vas pouvoir agir ou pas. Ouais. Après, ouais. Pardon, je te coupe, mais ça me fait penser, quand on avait échangé, tu m'avais partagé… en fait, là, tu t'appuies un peu sur ton super pouvoir, c'est ça? Le fait parce que tu m'as dit que tu voyais en fait les brèches, c'est ça? Oui, c'est ça. Donc, en fait, tu t'appuies sur ça pour… je m'appuie à fond sur ça, oui. Mais du coup, c'est ce qui nous permet de rendre les processus accessibles. Parce que je comprends comment ça s'articule. Disons que je pars du même principe que celui que j'appliquais quand on était en maths. J'ai toujours été une brêle en maths. Hein. Par contre, j'ai toujours eu d'excellentes notes en maths parce que j'ai une bonne maîtrise du français et que les profs étaient, je ne vais pas dire bêtes, parce que c'était dans la logique d'apprentissage, c'est-à-dire que je savais où ils voulaient nous emmener. Donc, je connaissais le résultat théorique.
Je ne connaissais pas le résultat chiffré, mais je connaissais le résultat théorique. Et donc, je redémontais le processus en partant du résultat théorique pour remonter jusqu'au début de l'énoncé. Et après, je refaisais la démonstration à l'envers pour la poser sur mon cahier et avoir le résultat chiffré. Et là, c'est exactement ce qu'on fait. On va partir du résultat qu'on veut obtenir, on va aller disséquer le tout. Et une fois qu'on l'a disséqué, il suffit il suffit, c'est jamais aussi simple que ça. Il suffit au client de refaire les étapes dans l'ordre inverse pour arriver au résultat. C'est parce que les principes qui sont sous-jacents à l'entreprise et ceux qui sont sous-jacents à l'être humain, ils sont les mêmes chez tous. Après, c'est l'ego qui va venir chapeauter tout ça et au final, il nous simplifie la vie. Ouais. C'est comme par exemple, si tu prends sur… tu as quelqu'un qui vient te voir et qui dit, ben voilà, moi je veux 5 clients par mois. Ok, ben, tu pars de cette base de 5 clients. Ok, donc si, imaginons, tu convertis à 25% en appels, ça veut dire qu'il te faut 20 appels. Pour 20 appels, combien de temps proposes pour avoir des appels validés? Donc, combien il faut que tu contactes de personnes? Donc, au fur et à mesure, tu remontes sur… C'est ça, on va remonter, mais là-dessus, on va intégrer également un facteur qu'on oublie souvent, qui est ce fameux facteur confiance. Parce que quand tu vas t'apercevoir que ton temps d'acquisition, à partir du moment où ta confiance a le croît, il est beaucoup plus court. Parce que plus tu vas augmenter ta confiance en toi, plus tu vas réduire les coûts, on va dire, sous-jacents, tous ceux qu'on ne voit pas, et plus tu augmentes la vitesse. Donc, plus ta vitesse au final d'acquisition est courte, plus tes coûts sont réduits. Et c'est le même principe dans tout. Et tu t'aperçois que quand les gens ont fait un call qui a marché, un deuxième call qui a marché, après, on sait qu'ils sont capables, sur le même produit, d'enchaîner le 3, 4, 5 jusqu'à 10 sans bloquer. À 10, ça bloque. Pourquoi? Parce que soudainement, ils ont en face la valeur de ce qu'ils ont vendu et là, ça panique. Parce que, mais c'était vachement simple. J'ai fait 50 000 € en 3 semaines, c'était super simple. Ah oui, mais c'est trop simple. Il y a un truc qui ne va pas. Ça ne peut pas marcher, c'est trop simple. Sabotage. C'est ça. C'est ça. Ok, super. Tu as donné beaucoup de valeur, je trouve, Patricia. C'est top. Merci. Est-ce que tu as un livre et une citation qui te tiennent à cœur et que tu voudrais partager? Un livre qui me tient à cœur. Alors, c'est pas un livre, c'est plutôt un auteur. C'est Napoléon Hill que j'aime beaucoup. Parce qu'il y a beaucoup d'enrichissement dans il y a beaucoup d'enseignements dans ce qu'il dit. Et la phrase que j'aime bien, c'est, alors je te la citerai pas exactement parce qu'à chaque fois je vrille, mais en gros l'idée c'est que derrière chaque malheur il y a une opportunité. Et je crois que c'est la phrase exacte, ça doit être que derrière chaque malheur se cache ou se dissimule une opportunité. Et j'aime beaucoup cette phrase parce qu'au final, ça te permet de, là encore, on va dire, d'aller disséquer le malheur et de sortir ce qui est bon. Mais j'aime bien ce processus de dissection, de pouvoir mettre les choses en petits blocs. En fait, ma passion, c'est les puzzles. Je suis psychopathe, c'est ça. On ne sait pas, mais tu es le Dexter de l'île Maurice, quoi, c'est ça? Je me voyais plutôt comme Jack l'Éventreur, mais bon, pourquoi pas. Je vois bien le titre de la vidéo. Entretien avec le Dexter ou le Jack l'Éventreur. C'est ça, oui. C'est mon petit côté parent psychopathe. Excellé pendant le confinement. Tant qu'il tu le mets à disposition du monde dans une logique de données. Ah oui, je ne tue que les enfants qui sont désagréables, et pas les autres. Tout va bien. Le jour où tu vrilles, bon là, ça sera peut-être un peu plus dangereux. Ouais. Non, disons que j'aime bien voir les choses comme un puzzle, c'est-à-dire qu'on peut les démonter en petits éléments pour pouvoir les remonter en une grande image. Et c'est vraiment la façon dont je vois les gens et dont je vois le monde. Et je me dis que quand on peut le découper en petits morceaux, on peut forcément remettre les choses autrement pour que ce soit mieux agencé. Ouais, c'est joli, belle image. On te retrouve où pour terminer? On me retrouve où? Je n'ai pas de conférence de prévue ni de. Non, on fait tout par internet. On a des immersions qui sont, ce qu'on appelle des immersions de challenge.
C'est-à-dire qu'on a un programme sur 6 mois qui se décompose, qui est ponctué par 3 grosses immersions, qui redémarre en septembre, puisque là, on l'a suspendu pour cause de Covid. Puis voilà. Et puis après, on nous retrouve régulièrement. Il y a tout sur le site, tout ce qu'on fait comme atelier, puisque maintenant comme on les a ouverts au public. Hein. Puis voilà. Puis nos ateliers sont en replay après pour ceux qui ont envie qui ne veulent pas s'exposer. Parce que j'aime bien que les gens viennent avec leurs problématiques aux ateliers. Ouais, c'est le but. Oui, mais tout le monde ne veut pas. Donc, ceux qui ne veulent pas s'exposer, ils ont les replays après, sans l'avantage de pouvoir poser les questions. Bon. Ouais. C'est des choix après. Mais, Ok. Ben, voilà. Patricia, merci beaucoup. C'était super. Mais avec plaisir. Et je te dis à bientôt alors. À bientôt. Salut.